On entend souvent des phrases comme le divorce ne devrait être envisagé qu'en dernier recours. Cette phrase, à la base, peut paraître sage, mais est-ce toujours le cas? Je suis Maëla Sena, je suis coach en neurosciences motivationnelles, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Tu l'as certainement compris, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'actualité, un sujet d'actualité et quelque chose de très très important. Il s'agit du divorce. Avant ça, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater de tout ce qui va suivre. La statistique mondiale en termes de divorce avoisine les 50%. Vous allez regarder en moyenne en Europe, en Asie, en Amérique, les divorces s'élèvent à plus de la moitié de la population. On va dire sur 1000 couples, plus de la moitié divorcent. Et cette tendance est en train de venir tout doucement impacter nos vies ici en Afrique. C'est un fait. C'est un fait. Beaucoup de couples divorcent. Près de la moitié, en fait, des couples mariés décident de divorcer. Quand on prend un échantillon de 1000 personnes, ok, on se rend compte que près de la moitié divorcent. En Afrique, il faut quand même essayer de contextualiser la chose. On est encore très, très profondément marqué par nos traditions, nos valeurs et nos coutumes. Et c'est ça, justement, qui fait que le divorce soit très, très mal perçu encore chez nous. C'est très mal perçu. Une personne qui divorce, souvent, est un peu considérée comme une paria, comme un paria. Bah oui, on l'accuse de ne pas avoir pu supporter, le fameux supporter. Pendant les cérémonies de mariage, souvent, la phase des conseils, on vous dit souvent ce genre de phrase, on vous répète souvent ce genre de phrase, on ne se marie pas pour divorcer. Ou alors, bah, le mariage, le divorce doit être envisagé vraiment en dernier recours. Derrière cette phrase, il peut se cacher beaucoup de pièges. Et honnêtement, c'est aussi ma façon de penser. J'estime qu'on ne se marie pas pour divorcer et le divorce en réalité ne devrait intervenir qu'en dernier recours. Mais laissez-moi quand même mettre un peu de contexte dans tout ça pour qu'on ne s'éloigne pas, on ne s'éparpille pas. OK? Parce que derrière cette phrase, derrière cette façon de penser, il peut se cacher aussi beaucoup de pièges. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on se pose la vraie question. Est-ce toujours vrai d'envisager le divorce en dernier recours et à quel prix? Voici la vraie question qu'il faut se poser. Dans un premier temps, il faut d'abord essayer de comprendre le sens de cette phrase, le sens premier qu'on peut donner à cette phrase. Dans mon entendement, lorsqu'on dit, et moi, souvent quand je le dis à mes coachés, à mes clients qui viennent en thérapie, quand je le leur dis, c'est vraiment pour rappeler l'engagement qu'ils ont pris, pour les reconnecter à cet engagement-là. Parce que oui, un engagement ne se prend pas à la légère. Déjà, un engagement, c'est une parole donnée. Et quand on donne sa parole, on doit s'en tenir à ça. Regardez, même dans la société, dans la vie de tous les jours, peu importe le domaine, on respecte mieux les personnes qui tiennent leurs engagements, qui disent « je vais faire » et ils le font. Donc, peu importe le domaine, une personne qui tient sa parole, qui tient ses engagements, a plus de crédit, plus de crédibilité et plus de respect, simplement. Si on va sur la base de l'engagement, cette phrase peut simplement vouloir dire qu'on ne prend pas une union à la légère. On ne prend pas une union à la légère. On doit pouvoir respecter l'engagement qu'on a pris devant Dieu et devant les hommes, mais surtout l'engagement qu'on a pris tous les deux ensemble. Parce que la réalité, c'est que cet engagement, avant d'être rendu public, il est d'abord fait entre vous deux, entre deux personnes, entre monsieur et madame. Dans votre intimité, vous avez pris cet engagement-là.
Donc, vous devez le respecter d'abord pour vous deux et ensuite parce que vous avez porté cet engagement-là devant Dieu et devant les hommes. Ça signifie aussi qu'il faut apprendre à affronter les conflits, à communiquer et à rechercher les solutions pour pouvoir sortir des situations conflictuelles. Donc, dans l'idéal, c'est juste, on ne construit pas un couple sur l'abandon. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras à la moindre petite difficulté. Je dis petite vraiment entre guillemets. D'accord? On ne baisse pas les bras, on n'abandonne pas son couple, son engagement, son union à la première difficulté qui arrive. Maintenant, il faut que nous soyons honnêtes. Cette phrase, elle est beaucoup plus utilisée maintenant dans notre contexte, surtout en Afrique, hein, et les femmes, c'est surtout les femmes qui le disent, mais pour faire culpabiliser les autres. C'est vraiment la phrase type pour faire culpabiliser les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur couple et leur faire croire que bon, elles ne sont pas suffisamment aguerries pour être en couple, en fait, pour être mariée. Moi, j'entends souvent les gens dire, oui, le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Oui, c'est pas pour les enfants. Mais est-ce qu'on va rester dans une relation juste parce que il faut faire plaisir aux gens? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Les gens vont te dire, pense à tes enfants, on ne divorce pas pour des broutilles, ou alors tu vas jeter la honte sur la famille. C'est-à-dire que le bien-être familial ou le statut familial, le statut social prime sur le bien-être personnel. C'est là qu'il faut mettre en fait un bémol. Ce que beaucoup d'entre vous qui sortez ce genre de phrases, enfin beaucoup d'entre nous, parce que moi aussi je m'inclus, je vous ai dit tout à l'heure que je pense vraiment que c'est comme ça que enfin, c'est vraiment ce que je transmets moi de prime abord à mes coachés. Donc ce qu'on oublie nous, souvent quand on le dit, c'est que chacun de nous a son seuil de tolérance. Tout le monde ne supporte pas la douleur de la même manière. Tout le monde ne supporte pas de traverser les difficultés durant la même période en fait. Il y en a qui peuvent rester dans les conflits pendant longtemps et ces personnes-là les traversent. Euh, Pas que ça ne les dérange pas, mais elles arrivent quand même à faire face. Elles sont beaucoup plus résilientes que d'autres. D'accord? Chacun de nous a sa façon, son degré en fait de, de sensibilité. C'est aussi simple que ça. Et ça, il faut le respecter. Il faut déjà commencer à le comprendre et le respecter. Le couple n'est pas un champ de bataille. C'est pas un endroit où on doit survivre. C'est un lieu de paix. C'est un lieu où les gens doivent se sentir en, en sécurité. La réalité, c'est ça. Le couple est fait pour se sentir en sécurité, protégé par l'autre. Quand tu es dans un mariage où tu ne dors plus, où tu ne vis plus, où tu te dévalorises, tu es en train de te détruire petit à petit. Et à ce moment-là, on pourrait se demander, est-ce que c'est encore du courage de rester vraiment dans ce couple, dans une telle union? Ce que je dis, ce que je pense vraiment, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne se marie pas pour divorcer et que le divorce devrait vraiment venir en dernier recours. Mais il faut nuancer. Il faut vraiment, vraiment nuancer. Avant de divorcer, avant d'envisager le divorce, il faut se poser les bonnes questions. Ai-je vraiment cherché à comprendre l'autre? Ai-je bien communiqué mes besoins? Est-ce que j'ai vraiment su communiquer mes besoins? Parce que c'est vraiment ça aussi le problème. Parfois, on croit bien dire à l'autre,
communiquer clairement, dire à l'autre que voici ce que je veux, voici ce que je ne voudrais pas. Mais on le fait parfois de manière maladroite, de manière parfois pas très explicite, ce qui fait que l'autre en face ne comprend pas forcément vos besoins. Donc, est-ce que vous allez me dire, oui, j'ai su, j'ai communiqué mes besoins, d'accord. Mais est-ce que tu as su les communiquer? Est-ce que tu t'es assuré que l'autre a bien compris quels étaient tes besoins? Avons-nous essayé un coaching, une thérapie, un accompagnement, une médiation? Est-ce qu'on a essayé ça? Si vous avez essayé des médiations, parce que oui, souvent, quand on a des problèmes, on peut aller vers les témoins, on peut aller vers une personne qui a une figure d'autorité, d'accord, dans le mariage, qu'on estime être suffisamment sage pour nous accompagner dans ces difficultés-là. Oui, vous avez peut-être fait cette démarche-là et ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti à grand-chose. OK. Est-ce que vous êtes allé vers un professionnel, par exemple? Parce que les gens, oui, les médiateurs, les aînés de la famille, souvent ils le font, ils vous donnent des conseils par rapport à leur propre expérience. Le thérapeute, il va venir vraiment regarder derrière vos mots, essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce que vous dites. Donc les non-dits là, il va regarder ça. Et je pense que c'est le moment de vous dire, de vous vraiment vous inviter à prendre cette habitude d'aller vers un thérapeute de couple, un professionnel du moins, de l'accompagnement dans dans le mariage. Il y a beaucoup de médiateurs, je connais beaucoup de médiateurs qui se sont formés là-dedans, d'accord? Il y a beaucoup de coachs là-dedans, il y a beaucoup de thérapeutes. Allez vers les professionnels. Ces gens-là ont été formés pour sauver vos couples. Pour sauver vos couples. Je pèse mes mots, en fait. Pour sauver vos couples. Et c'est des gens, en fait, qui vont venir vous détailler, en fait, les difficultés que mais disséquer, en fait, les difficultés que vous traversez dans vos vies. Elles vont, ces professionnels-là vont parfois aller au-delà de, de vos difficultés, des problèmes que vous rencontrez et rentrer parfois dans vos blessures d'enfance, aller vous mettre en fait face à la réalité, à votre passé, à ce qui vous a conditionné en fait, à votre conditionnement interne. Prenez l'habitude d'aller désormais voir un thérapeute de couple ou un coach, des gens qui sont formés et qualifiés pour ça. Et il y a aussi une autre question qu'il faut se poser, qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai été honnête envers moi-même? Parce que oui, beaucoup d'entre nous rentrons dans le mariage avec une idée du mariage, une idée arrêtée, une idée parfois romanesque du mariage. Parfois, on a tellement idéalisé notre partenaire quand on est dans la relation, on vit on vit avec quelqu'un qui semble être finalement étranger. Donc, l'une des questions à se poser aussi, c'est est-ce que j'ai été honnête avec moi-même? Et il y a plein de questions comme ça que vous devez vous poser avant d'envisager le divorce. Donc, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, les vraies questions, et d'y répondre de manière honnête et objective. Honnête et objective. Et il faut aussi dire une chose. Chercher à sauver son couple, ce n'est pas s'anéantir. Ce n'est pas rester là et subir des traitements inimaginables juste parce que j'estime que c'est en faisant ça que je vais sauver mon couple. Non, ce n'est pas ça sauver son couple. Ce n'est pas ça tenter de sauver son couple. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toutes les fois où tu te tais, où tu te meurs en silence, tu te consumes en silence
sous le prétexte que tu sauves ta famille, tu es en train de te briser. Tu te brises petit à petit. Et que tu sois un homme ou une femme, dans une telle situation, tu ne rends service à personne, ni à toi, ni à ton partenaire, ni à vos enfants si vous en avez. Vous ne rendez service à personne. Vous allez certainement me demander que, mais oui, coach, maintenant à quel moment, toi, tu dis que le divorce peut être envisagé comme la meilleure solution? Eh bien, la réponse est simple. Si vous vivez des violences conjugales, qu'elles soient physiques, verbales, financières, peu importe le type de violence, honnêtement, moi je vous le dis, vous devez envisager le divorce en premier recours, surtout lorsqu'elles sont physiques. La personne en face, celle qui bat, peut avoir des problèmes psychologiques. Ça peut être simplement un problème, je dis simplement un problème de gestion des émotions, surtout de la colère, d'accord? Ou de la peur. Ça peut être un problème vraiment lié à ça, mais tant que cette personne-là ne se sera, enfin, je reviens, tant que cette personne ne se sera pas rendue compte, n'aura pas réalisé, n'aura pas pris conscience du problème, elle aura du mal à aller vers quelqu'un pour se soigner, pour guérir. Et ce n'est pas à vous, l'autre partenaire, de guérir cette personne de ce problème de violence. Ce n'est pas à vous de le faire. C'est lui-même, le conjoint violent, qui doit prendre conscience que ce que je fais, c'est pas bien. Et il y en a très peu qui prennent conscience de ça. C'est pour ça que je dis que en cas de violence, je pense que la première chose vraiment à envisager, c'est partir. Partir pour sauver sa vie, parce qu'à ce moment-là, ça devient un acte de courage. Un acte de courage, oui. Le divorce va être ici un acte de courage. Donc, voici un cas patent dans lequel j'estime que le divorce doit venir vraiment en premier recours. Et moi, j'assume totalement mes paroles. Si vous vivez dans une relation qui est toxique, si vous vivez dans une relation qui est toxique, destructrice, dans laquelle votre santé mentale est en danger et en péril, à ce moment-là, partir, ce n'est pas trahir. C'est simplement un acte de courage. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, le divorce ne devrait pas être envisagé, premièrement, de prime abord. Voilà, pour moi, je le dis et je le répète, ça doit être envisagé vraiment en dernier recours. Il faut chercher à trouver des solutions en fait. Il faut prendre le temps de rechercher les voies et moyens pour sauver son couple. Il faut chercher les bonnes méthodes pour sauver son couple. Donc, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, je dirais que le divorce ne doit pas être envisagé comme un moyen de fuir les problèmes. Je dis aussi qu'il ne doit pas être diabolisé parce que finalement, c'est pas une honte, c'est pas une malédiction de divorcer. C'est parfois la décision la plus saine que vous auriez prise de toute votre vie. Et je connais des cas où des gens qui ont divorcé se sont retrouvés en fait mieux après leur divorce que quand ils étaient mariés. Vous avez le droit de choisir l'amour. Mais parfois cet amour, c'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et parfois s'aimer soi-même, c'est s'aimer assez pour partir, quitter une relation dans laquelle on est en train de mourir à petit feu. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui va suivre.
Partage aussi cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde et dis-moi en commentaire ce que toi, tu penses du divorce. Est-ce que tu as grandi avec l'idée selon laquelle le divorce s'est échoué, d'accord? Ou alors est-ce que euh, tu t'es séparé, tu as vécu une séparation qui t'a finalement sauvé? Voilà. Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Allez, à la prochaine. Ciao.